Le festival Effet Star à Montpellier au Gaumont Multiplex, mais aussi au Gaumont, place de la Comédie, le festival des effets spéciaux. Et alors là, attention, les effets spéciaux, à qui ai-je l'honneur, à qui ai-je le plaisir, qui es-tu? Et je m'appelle Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Et c'est vrai que pour le coup, je ne suis pas vraiment là pour les effets spéciaux, mais plus pour mon travail d'auteur-réalisateur sur une série effets spéciaux. Donc, voilà. Comment s'appelle la série? La série s'appelle Point de repère et c'est une série historique documentaire jeunesse diffusée en France sur Arte et dans d'autres pays. Voilà. Et c'est une série assez particulière parce qu'elle a pour but de présenter l'histoire à des jeunes et faire en sorte qu'ils soient intéressés par cette histoire. C'est ce que je dis souvent, sur la saison 1, on a réussi à faire un épisode sur Confucius et à intéresser des jeunes de 12 ans à écouter pendant 26 minutes l'histoire de Confucius. Et ça, c'est pas simple. Ton cursus de départ, qu'est-ce que tu as fait? Mon cursus, il est très montpelliérain parce qu'après des études à la fac d'art plastique de Saint-Étienne, je suis venu à l'ESMA. J'ai fait 2 ans Saint-Étienne, qui est rigolo. Non, c'est la fac d'art plastique. J'ai fait fait un point commun que tu vas nous expliquer tout à l'heure. C'est le côté artistique en fait principalement. C'est que j'ai fait fac d'art plastique pour arriver à savoir ce que je voulais faire dans la vie. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Je suis venu à l'ESMA faire le cycle à l'époque cinéma d'animation, je crois que c'était ça. C'est là que j'ai rencontré mon futur associé, Raoul Carbo, avec qui j'ai monté Ineffecto, qui est une jolie boîte à Montpellier, qui est toujours existante et qui fait des beaux projets. J'en suis parti pour aller travailler à Artefix comme professeur, formateur 3D Maya. Et avec le temps, je suis devenu responsable des projets de fin d'études. Ce que j'ai fait pendant, au total, je suis resté 7 ans, je crois, à Artefix, je crois que c'est ça. Et j'ai commencé à bosser sur les projets de fin d'études avec le projet The Archiver et j'ai terminé avec la promo qui avait fait Corsair, etc. Donc voilà. Donc formateur des projets de fin d'études, c'était un travail très très intéressant. Et j'en suis parti pour fonder Triari avec mon associé, avec Jean-Mac, mon nouvel associé, pour fabriquer la série Point de repère. Donc on a conçu Triari pour fabriquer Point de repère. Voilà. Point de repère et quand même des petits trucs importants. Tu donnes beaucoup d'importance à la réalisation, à toute la conception. Alors, on va faire de l'humour, je dirais que tu ne fais pas l'alphabet de A à Z, tu fais l'alphabet de AA à ZZ. Alors, vous faites tout. On fait tout. Alors, il n'y a plus rien pour les autres. L'idée, justement, si. L'idée, c'est déjà d'être porteur de notre propre projet. C'est-à-dire qu'à Ineffecto, on travaillait pour des clients et c'est très très bien. Sauf que moi, ce que j'avais envie de faire, c'est créer un projet et le fabriquer. Donc là, on est porteur de notre projet, on l'a vendu, on allait voir les chaînes, ça c'est le travail de mon associé, on a trouvé le financement, toujours pareil, ça c'est lui. Et après, moi j'étais en charge de fabriquer. Mais tous les jours, on fabrique ce qu'on a créé. Ça c'est super intéressant. Et dans les projets qui viennent pour la suite, c'est ce qu'on aimerait continuer à faire. Donc voilà. Et la particularité sur Point de repère, c'est qu'on voulait à tout prix fabriquer enfin pas contrôler, mais tout maîtriser du début jusqu'à la fin, du travail des historiens, l'écriture, réalisation, le tournage, mais également le travail avec les musiciens. Donc en fait, on fait absolument tout en région, ici. Les seules choses qu'on va déléguer, c'est que nos voix off viennent de Paris. C'est la seule façon d'avoir des voix off qui n'ont pas trop l'accent du Sud. Et on est obligé d'y penser. Et après, les laboratoires qui vont nous permettre de convertir tout ça pour la télé sont à Paris, mais sinon, on fabrique tout ici en région. Mais il n'est pas bien l'accent du Sud? Il est très bien l'accent du Sud, il est très très bien, sauf on travaille avec Strasbourg, ils auraient été vexés certainement. Strasbourg, ils ont l'accent alsacien, si je puis me permettre. Oui, voilà, donc du coup, non, on était obligé de choisir. On a fait plusieurs tests avec des acteurs qui étaient très très bons dans le sud de la France, vraiment très bons, sauf qu'il y avait toujours quelque part à un moment donné un accent du Sud qui était là. Il n'y a aucune allergie avec l'accent du Sud. Je viens de Saint-Étienne, j'avais un accent aussi stéphanois, mais on est obligé d'avoir quelque chose de plus, le plus, pas neutre, mais si c'est un peu ça le terme pour que tout le monde puisse l'entendre sans problème. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure, j'ai posé à Jean-Marc qui était intéressante, c'est pourquoi Montpellier? Pourquoi Montpellier? Alors je réponds souvent à cette question par une autre question. Pourquoi aller travailler à Paris? C'est quoi l'intérêt de travailler à Paris? Il y en a plein, il y en a énormément, c'est une très belle ville, donc culturellement. Et tous les clients sont là-bas, la majorité des clients sont là-bas. Si on a une boîte de publicité, si on a une boîte qui travaille pour la publicité, si on a une boîte d'effets spéciaux, tous les grands clients sont à Paris. L'autre avantage, il y a une synergie entre entreprises. Là-bas, il y a beaucoup de studios, ce qui fait que des graphistes qui ne bossent pas quelque part peuvent aller bosser ailleurs et qu'on a toujours des gens pour venir travailler. C'est l'avantage. Il y a plein d'autres désavantages. Il y a le fait que là-bas, il n'y a pas la mer, il n'y a pas le soleil, ça c'est sûr. Mais réduire Montpellier à ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Soleil. Il n'y a pas de soleil. D'accord. Ce qui me plaît surtout à Montpellier, c'est que c'est, à mon sens, comme je le sens, c'est une ville d'avenir. Je suis arrivé là pour les études, je n'ai pas réussi à en partir parce que je sens qu'il y a un potentiel à Montpellier qui est vraiment important.
important. Il y a tout à faire. Quand je dis qu'il y a tout à faire, c'est qu'il y a déjà des studios, il y a plein de choses qui se passent, mais on peut faire nettement plus. Les studios peuvent travailler ensemble, on peut avoir une synergie entre nous. Les Montpellier compte deux des plus grandes écoles que je connaisse en termes d'effets visuels en France, mais même au monde. Il y a une vraie énergie, une vraie envie. Ce qui est bien dans Montpellier, c'est qu'il y a plein de gens du reste de la France. Ce n'est pas une ville où il y a des Montpelliérains d'origine, il y a de ça, mais moi je viens de Saint-Étienne, mon associé vient encore d'ailleurs. Tous les graphistes qu'on a chez nous, il doit y en avoir 2 qui viennent de la région. Donc c'est une région qui est riche, une région avec beaucoup de mouvements et qui a une vraie volonté. C'est-à-dire que quand on a lancé le projet, la région, c'est la première à nous avoir fait confiance. C'est la première à nous avoir donné de l'argent pour commencer à travailler. Et c'est une région qui, à mon sens, a fait les bons choix pour aller de l'avenir. C'est quelque chose qui me plaît. J'aime être dans cette atmosphère-là, ça va dans le bon sens. Hier, aujourd'hui, demain, une évolution monumentale des effets spéciaux, une évolution monumentale du cinéma. Comment tu analyses tout ça? Est-ce que c'est un développement de l'informatique? Est-ce que c'est un développement du cerveau? Est-ce que c'est de nouveaux logiciels, de nouveaux concepts? Comment est-ce qu'on peut... Alors ça c'est une toute petite question avec laquelle on répond en 2 phrases. C'est une question qui est, je pensais pas, qui est passionnante et qui est en même temps extrêmement inquiétante. Et je vais l'étendre, pas simplement aux effets spéciaux, je vais l'étendre au monde entier. Ouais. Et à tout, ce sera quoi le monde de demain? Pour répondre, je vais utiliser une des histoires, un des thèmes qu'on utilise l'année prochaine pour un épisode, qui est la révolution industrielle. Quand la révolution industrielle est arrivée, notamment en France, donc quand l'histoire des mines, du charbon, etc., les fermiers qui avant cultivaient pour se nourrir ont dû aller travailler pour de l'argent dans un contexte complètement différent. Des enfants de 5 ans travaillaient dans la mine, etc. Ça a été une révolution qu'on n'a pas pu arrêter. Le moteur à explosion, le charbon qui est arrivé, inarrêtable, et la population a dû s'adapter à ça. Ça s'est fait avec violence, avec des grands mouvements sociaux, ça a été compliqué avant que le syndicalisme naisse, etc. Donc cette période de trouble, elle peut tout à fait arriver dans notre monde futur, parce que ce qui arrive, c'est monumental, au niveau cinéma bien sûr, mais au niveau santé, au niveau intelligence artificielle, au niveau révolution verte. Le monde de demain, elle n'a strictement rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Il faut se poser la question d'à quoi ça va ressembler pour pouvoir s'y préparer et garantir un minimum d'éthique, un minimum de morale au milieu de tout ça. Et il ne faut surtout pas essayer de l'arrêter parce que c'est inarrêtable. Et c'est marrant qu'on en parle, c'était pas prévu, mais le point de repère, la mission qu'on fait, parle d'histoire pour qu'on comprenne mieux notre monde d'aujourd'hui. J'allais demander pourquoi ce nom-là. Et voilà, et un des projets qu'on développe est axé sur le futur pour mieux le comprendre et mieux s'y préparer. Donc c'est le projet qui devrait sortir dans 1 ou 2 ans normalement, qui serait pas la suite de point de repère, mais qui serait là pour compléter en fait ça. La question que je posais tout à l'heure, point de repère, donc on peut prévoir la 25e saison, la 30e saison. Est-ce que ça se fait en s'adaptant à l'actualité? Est-ce que quand tu fais la saison 3 qui va se lancer bientôt, tu as déjà tous tes épisodes qui sont calés? Ouais, alors on ne s'adapte pas vraiment à l'actualité. En fait, de fait, on est complètement branché à l'actualité parce qu'on raconte notre histoire. Là, par exemple, sur la saison 2, on avait prévu de faire la crise des missiles de Cuba. On fait l'épisode où j'étais en train d'écrire le script de l'épisode et il y a Poutine qui annonce la fabrication de son nouveau Satan II, le nouveau missile transcontinental qui peut anesthésier une région complète. Et on sort l'épisode, on le donne à Arte et là, il y a Trump qui fait son annonce de pendant la guerre froide, on avait tant de missiles nucléaires, et ben on va en avoir le même nombre. Donc on relance, on oublie les accords SALT, etc. Donc on est dans l'actualité de fait parce qu'on parle de l'histoire de l'humanité, donc notre ADN. C'est ça l'histoire, c'est pas une science qui sert à rien, l'histoire c'est nous. Et si on la comprend, on peut mieux analyser qui on est, d'où on vient et mieux comprendre ce qui va se passer. C'est aussi bête que ça. C'est pas une série qui est là pour faire joli, c'est une série qui est là pour nous aider à comprendre, à décrypter notre monde. Ça sert à ça. Tu pars avec ton cœur là. Ah bah oui, ça forcément oui. Je ne suis pas historien, mais c'est... C'est un message que tu souhaites faire passer? Comment est-ce qu'on peut analyser ça? C'est pas un message. C'est un soutien à toute une dynamique? Forcément, j'ai été prof Artefix, je veux travailler dans le documentaire, donc forcément j'ai envie de servir à quelque chose. Je ne fais pas ce métier pour fabriquer des images, je fais ce métier pour essayer de faire avancer les choses. On a tous plein de façons différentes de le faire. Moi, c'est par le documentaire et en parlant à la jeunesse. Je crois absolument à l'éducation, à l'importance de l'éducation. J'aimerais que notre pays donne tout ce qu'elle a pour maintenir un système éducatif qui soit le plus performant possible, parce que c'est forger l'avenir. Et en faisant un documentaire qui permette de rendre accessible une histoire qui est souvent compliquée, la guerre froide, le projet Manhattan, la fabrication des bombes nucléaires, on a fait la mer d'Aral et l'assèchement de la mer d'Aral, on a fait des choses qui étaient très compliquées et on l'explique à des jeunes qui, à 8 ans, peuvent le comprendre. Et ça, pour moi, c'est travailler pour l'avenir. Je suis papa, l'avenir m'intéresse. Et donc du coup, oui, point de repère, ça a clairement une volonté d'essayer de faire en sorte que
qu'on connaisse notre monde et qu'on se prépare pour ce qui est à venir. Papa d'un enfant, 2 enfants, quel âge? Je suis dans une famille où il y a 3 enfants et la dernière a 2 semaines et demie. Oui, donc Voilà. c'est un peu tôt pour qu'elle regarde Point de Repère. C'est un peu peut-être. tôt pour qu'elle regarde Point de Repère. Ouais. Pour l'instant, les qu'elle autres, apprenne elle déjà à manger correctement, on commence par ça. Eh ben, je te remercie. Voilà, merci.